Monsieur le professeur Andrew Berry, doyen de la faculté ENAC, Monsieur le professeur Konrad Steffen, directeur de l'Institut fédéral VSL, Monsieur le professeur Luca Ortelli, membre de la direction de l'ENAC, merci pour vos mots d'introduction, je suis touché. Mesdames, Messieurs les membres des directions de l'ENAC, du VSL Incorporé et de l'EAVAG aussi, chers collègues de l'EPFL, des universités de Lausanne, de Genève, de Neuchâtel, de Fribourg, de l'ETH Zurich et du VSL Birmensdorf, Davos et Cadenazzo, chers collègues de l'Institut fédéral Agroscope de Changin, de l'État de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg, chers collègues des différents services de notre école, chers étudiants, chers amis, chères familles. Une longue liste. Alors je suis impressionné de l'audience qui m'est donnée pour ma leçon d'honneur et je vous remercie d'être venus si nombreux. Je me réjouis de parler de ce qui m'a occupé, parfois préoccupé aussi durant ces 35 dernières années. Et je note avec plaisir que le sujet intéresse un large public, puisque la tranche d'âge dans cette salle va de 9 mois à 94 ans. Alors évidemment, je ne peux pas tout dire en l'espace de, idéalement, 50 minutes. Je vais essayer de le dire peu, mais de le dire bien, et de vous convaincre qu'avec mon équipe, durant toutes ces années, nous avons fait un travail important pour l'environnement, pour nos étudiants, pour la relève et finalement pour la société. Alors, mon exposé, il est subdivisé, vous m'entendez bien comme ça? Il est subdivisé en 4 parties, c'est 4 voyages que je vais faire. Le premier, nous irons dans les paysages nordiques, je cherche le pointeur, dans les paysages nordiques pour parler des tourbières. Alors, j'ai amené ici un exemple d'une petite tourbière, c'est un profil de tourbe, et je dois donner quelques explications. Sur un profil comme celui-ci, enfin il y en a 2, on a à la surface des mousses particulières qu'on appelle des sphènes. Ces sphènes, c'est un vrai ingénieur écologique. Elles sont capables d'accumuler de la matière organique en empoisonnant le milieu, en l'acidifiant, en formant une éponge qui retient l'eau de pluie. Et progressivement, cette mousse va se transformer en tourbe. Là, on a une usine de séquestration de carbone. Un bel exemple de séquestration, de capture de carbone. La tourbe en profondeur, elle s'emploie. Vous avez ici une briquette de tourbe compressée qu'on emploie pour le chauffage. Mon second voyage, je vais le faire dans les paysages jurassiens pour parler des pâturages boisés. Alors c'est la carte postale, bien sûr. Vous connaissez tous les pâturages boisés du Jura. Vous allez y faire du pique-nique, faire du ski de fond. Mais c'est un paysage qui vit. C'est un paysage où il y a des agriculteurs. C'est un paysage où il y a des forestiers qui coupent le bois. L'agriculteur fait baisser ses vaches dans les pâtures et produit le meilleur fromage du monde dans le Jura. On aura l'occasion de le goûter. Les 2 voyages suivants, ma foi, ils sont marqués par une empreinte carbone un peu plus négative. Le premier voyage, c'est dans les régions sud de Madagascar. Je vais vous parler des cultures sur brûlis. C'est la région des baobabs, tout le monde connaît les baobabs. C'est là qu'on produit un certain nombre de produits agricoles. J'en ai bien sûr le maïs, j'en ai ici, des arachides, il y en a ici, différentes graines, une racine d'une plante, une liane, également du thé, vous en avez ici, vous pourrez sentir, et le poivre à queue, le poivre sauvage. Je vous recommande de venir sentir le poivre, c'est le meilleur poivre qui existe. En général, les gens ne connaissent pas tellement, mais les grands cuisiniers, eux, le connaissent. Le dernier voyage, c'est dans les régions humides, sur les piémonts en Colombie. Et là, c'est la région des palmeraies à huile. Alors, j'ai amené ici de l'huile de palme, une huile raffinée qui est en partie solidifiée, elle se solidifie à l'air, et une huile non raffinée, telle qu'elle est faite par les petits agriculteurs dans la forêt. Elle est rouge parce qu'elle est pleine de carotène. Les fruits sont là, vous pouvez les voir, vous pouvez les toucher, vous pouvez les couper aussi. Et on fait également de l'huile de palmiste. Vous pourrez également, c'est une crème. Mais avant de passer à mon exposé,
J'ai quand même 4 questions à vous poser pour vous maintenir un petit peu actif. Et on pourra y répondre. Vous pourrez y répondre à la fin de mon exposé. La première est quelle est l'épaisseur maximale que peut atteindre un sol tourbeux? La deuxième, quelle est la zone de production du fromage AOP gruyère? Parce que vous l'aurez deviné, c'est un gruyère. Quelle est la zone principale quel est le principal produit agricole d'exportation de Madagascar? Et la quatrième question, quelle est la différence entre l'huile de palme que vous avez là et l'huile de palmiste? En fait, je n'y réponds pas pendant mon exposé. Premier volet, les tourbières. Sur cette carte de la Suisse, vous voyez des points rouges et des points bleus. Les points rouges correspondent à des hauts marais, des tourbières. Les points bleus, ce sont les bas marais. Tous ces points représentent des sites d'importance nationale qui ont été inventoriés suite à la fameuse initiative Rotenturm que vous connaissez, peut-être les jeunes connaissent moins cette initiative qui était un grand moment de notre démocratie directe en Suisse. Évidemment, c'est très peu de choses. Au niveau surface, ça représente, je parle uniquement des tourbières maintenant, les points rouges, 1600 hectares. C'est rien. Et on sait que ces 1600 hectares, en fait, 90% sont déjà perdus. On les a perdus. Si on regarde au niveau mondial cette carte, vous voyez évidemment qu'il y a beaucoup de tourbières dans le monde. En surface, c'est à peu près 6,1 millions de kilomètres carrés. Ça représente 70% de la surface des États-Unis. Mais là aussi, la moitié est déjà perdue. Mais ceci pour montrer que les tourbières, c'est quelque chose d'important au niveau mondial. Alors évidemment, la Suisse, c'est ce point rouge ici, c'est un peu marginal, déjà par la surface et par la position géographique. Mais l'intérêt d'étudier les tourbières dans cette zone-là, nous sommes dans la zone méridionale, la plus au sud de la présence des tourbières, ce qui fait que toute étude qui se fait ici peut nous servir d'indicateur précoce des changements, puisque le changement climatique, c'est par ici qu'il va arriver, avant d'arriver dans le Grand Nord. Donc on peut apprendre des choses en étudiant nos tourbières. Alors les tourbières, elles ont une histoire assez longue déjà. Sur cette photo, vous voyez l'exploitation qui se faisait pour la tourbe de chauffage. Ceci. Cette pratique s'est faite déjà au XVIIe siècle, quand les forêts en Suisse étaient décimées, donc on s'est rabattu sur la tourbe. Et puis, de nouveau, pendant les dernières guerres mondiales, quand les frontières étaient fermées, on a recommencé à exploiter la tourbe comme énergie de chauffage. Alors cette exploitation laisse des grandes fosses qui se remplissent d'eau et où la régénération peut se faire. Plus tard, plus récemment, on a commencé à utiliser la tourbe pour en faire de la tourbe horticole. Le principe est différent, on racle d'énormes surfaces, d'abord on les draine, et ensuite on va dire les traces de drainage, et ensuite on les racle en surface et on conditionne des ballots de tourbe. Comme on les trouve de moins en moins, parce que maintenant il y a des produits de remplacement, puisqu'il ne faudrait plus exploiter les tourbières de cette façon-là. Et une autre forme industrielle, c'est ce que vous pouvez observer encore actuellement en Irlande, c'est d'énormes territoires qui sont raclés avec ce genre d'aspirateur. Cette photo, je l'ai prise au Canada. Et vous voyez au fond une centrale de refroidissement. Ce n'est pas une centrale nucléaire, c'est une centrale thermique pour produire de l'électricité. Dublin a son électricité par cette façon-là. Alors vous voyez, ce genre d'exploitation industrielle laisse d'énormes surfaces dénudées, sans végétation. Donc on perd cette fonction de séquestration de carbone que j'ai évoquée avant. La tourbière, elle peut se voir de deux façons. Soit elle fonctionne, auquel cas on a cette séquestration de carbone qui peut se faire grâce à cette plante, les sphènes, qui sont des vrais ingénieurs écologiques. Et on a un système durable. Soit le système il est perturbé, il a été drainé, la végétation a été enlevée, auquel cas on a un risque d'avoir une source de carbone. Tout ceci va se passer dans ce système-là, qui est exactement ce genre de profil que je vous montre ici. Peut-être encore une chose, c'est que ce n'est pas anodin. Il faut se rendre compte des chiffres. Au niveau mondial, le carbone piégé dans les sols tourbeux équivaut à 60% du carbone dans l'atmosphère. Et c'est le double du carbone
contenu dans toutes les forêts du monde. Donc si ce carbone est relâché dans l'atmosphère, c'est une contribution énorme aux gaz à effet de serre. Donc on a avantage à se préoccuper de garder ce carbone là où il est. Alors, pour le faire, on peut supprimer les drainages, des fois avec des moyens mécaniques assez importants. On ramène l'eau en surface quand faire se peut. Donc on inonde le sol, et de cette façon, les sphènes peuvent reprendre vie. Et éventuellement, on peut se débarrasser des jeunes arbres épicéas qui n'ont rien à voir dans ce milieu-là. Mais cette façon de procéder n'est pas toujours possible. Vous avez vu avant ces grandes surfaces de tourbes dénudées. À ce moment-là, on peut difficilement amener l'eau en surface. Tout ce qu'on a comme eau à disposition, c'est l'eau de pluie. Ce que nous avons observé, c'est que souvent, sur la tourbe nue, on a des plantes qu'on appelle des plantes vasculaires. Ici, c'est la linaigrette, une très belle plante avec ses petits toupets de coton. Et souvent, au pied de ces plantes, dans les microcytes protégés par la litière, les sphènes reprennent vie. Elles profitent d'un microclimat sous les feuilles pour se développer, pour supporter le stress estival aussi en été. Et de là, elles commencent à grignoter la tourbe nue. Fort de cette observation, nous avons mis en place une expérience que vous voyez ici, où nous avons pris des colonnes de tourbe de différentes qualités, et physiques et chimiques, et nous avons placé sur ces colonnes de tourbe des sphènes que vous voyez ici. Et nous avons modulé le niveau d'eau avec un système de Boyle-Marriott pour avoir 2 niveaux d'eau, et nous avons créé un microclimat en protégeant plus ou moins avec des ombrages avec du plastique ces sphènes. L'idée étant de faire pousser ces sphènes dans différentes conditions. Le résultat, il est là. On s'est rendu compte que la réponse de croissance des sphènes, parce qu'on veut les faire pousser, ces sphènes, elle était expliquée à 22% par le microclimat qu'on a créé, à 25% par le type de sol et à 26% par le niveau d'eau qu'on a mis dans les pots. Donc on a 3 facteurs explicatifs. Le microclimat, d'ailleurs, on a profité de ce résultat-là pour créer en grandeur nature, enfin, c'est un bureau d'ingénieurs qui a créé ceci, qui a replanté sur une surface nue des touradons d'Eriophorum pour espérer faciliter le redéveloppement des sphènes. Maintenant, j'ai dit 25% sont expliqués de la croissance, sont expliqués par le sol. De là, l'idée de prélever différentes carottes de sol dans différentes situations. On a pris une tourbe intacte, c'est à peu près ça. D'ailleurs, on a pris des surfaces en régénération, une tourbe nue et une tourbe qui était transformée en prairie, cultivée par un agriculteur. Et pour apprendre un peu des choses sur la structure de la tourbe, mais sans les détruire, nous avons utilisé un scanner au CHUV. On a introduit nos carottes de tourbe dans le tomographe, qui nous permet de reproduire en dimension 3D l'atténuation des rayons X. Et une fois qu'on a cette information, on peut la calibrer avec des mesures qu'on fait au laboratoire, de porosité par exemple, pour ensuite arriver à des dessins en 3D qui représentent en bleu tout ce qui est poreux, on va dire la macroporosité, et tout ce qui est en blanc, ce qui est très peu perméable, très peu poreux. Et on voit de façon très intéressante que lorsqu'on a des sphènes, mais aussi la tourbe nue, on a toujours un plancher peu perméable surmonté d'une zone perméable, bleue. Dans la zone bleue perméable, on peut retenir l'eau de pluie, et l'eau de pluie s'arrête sur un plancher imperméable. Tandis que si on prend une prairie en herbe, vous voyez que la porosité, elle descend en profondeur. Ça veut dire que l'eau de pluie descend tout de suite en profondeur. Donc il est impossible de la garder en surface pour promouvoir la croissance des sphènes. Nous avons également, j'ai dit avant que le niveau d'eau était important. Alors nous avons fait un certain nombre d'expériences où nous avons réchauffé le sol et également manipulé le niveau d'eau, c'est-à-dire en surélevant, en surbaissant de la tourbe. On a employé ces serres, qu'on appelle des open-top chambers, qui permettent de réchauffer l'atmosphère près du sol, et aussi le sol, de
très peu de degrés, mais ça suffit pour changer quelque chose. Nous l'avons fait dans le Jura français, en Pologne et en Sibérie. Deux graphiques. Il n'y a pas beaucoup de graphiques. Deux graphiques pour montrer deux résultats. Sur ces graphiques, on a toujours, sur l'axe horizontal, l'assèchement, c'est-à-dire l'approfondissement de la nappe. On est toujours ici avec une nappe en surface, le sol est très mouillé, et à gauche, la nappe est en profondeur, plus sec. Vous voyez ici la réaction des plantes vasculaires, le recouvrement de ces plantes, vous les voyez ici. Et on se rend compte que lorsque le sol s'assèche, il y a davantage de plantes vasculaires qui ne sont pas les sphènes précisément, mais que cette augmentation, elle a un coude. C'est une régression qui n'est pas linéaire. On a à un moment donné une charnière. Il se passe quelque chose à 25 cm où les plantes réagissent différemment. Si je regarde ce même gradient, mais je prends la respiration du sol, la respiration, c'est le CO2 dégagé par les micro-organismes dans le sol. Le sol, les micro-organismes respirent, comme nous. On voit qu'en approfondissant le niveau de la nappe de 0 à 25, pas de réaction. Et à partir de 25, quand ça devient plus sec, tout d'un coup, la respiration augmente fortement. Et on a de nouveau ce même seuil, à 25 cm. J'aurais pu montrer les communautés de champignons, on a un même genre de graphique. J'aurais pu montrer l'activité enzymatique, on a le même genre de graphique. Toujours à 25 cm, il y a quelque chose qui change. Et le mécanisme là derrière, il est expliqué par la matière organique dissoute. Les plantes vasculaires, en se développant, relâchent de la matière organique dissoute. C'est de l'eau qui est brune, si vous voulez. Cette eau brune, elle profite aux champignons saprophytiques, ceux qui se nourrissent de matière morte, lesquels produisent une forte activité enzymatique, activité biologique, laquelle provoque l'augmentation de respiration du sol. La question suivante, c'est de se dire, mais lorsque les plantes vasculaires, celles qui sont moins désirables que les sphènes, lorsqu'elles se développent, où vont-elles prendre le CO2, le carbone? Est-ce qu'elles vont le prendre en surface, puisque la plante, elle fixe du gaz carbonique, la flèche bleue, le gaz carbonique, il est incorporé à la matière organique en surface, et puis il est éventuellement respiré, relâché. Notre hypothèse, c'était que les plantes vasculaires, et en particulier cette ligne aigrette, qui peut avoir des racines qui descendent jusqu'à 1 mètre de profond, que ces racines vont pouvoir attaquer la matière organique profonde. Et pour répondre à cette question, on a un outil qui est intéressant, c'est le carbone 14, c'est le carbone radioactif. Vous vous souvenez que dans les années 50-60, il y a eu des essais nucléaires, il y a eu des essais en Algérie, il y a eu Mururoa en Polynésie française. Ces essais atomiques ont augmenté la concentration de carbone 14 dans l'air. Il y a toujours du carbone 14 dans l'air, mais c'est infiniment faible. Mais à cette époque-là, on a artificiellement enrichi l'atmosphère en carbone 14. À l'époque, ce carbone 14, il a été simplement incorporé avec la photosynthèse dans la matière organique. Entre-temps, la tourbière, elle a poussé. Cette carotte de tourbe est devenue plus épaisse. Elle a cru en hauteur. Mais le carbone 14, il est toujours là. Et en faisant une expérience où on coupe les plantes vasculaires, où on les laisse, par différence, on a pu se rendre compte qu'en présence des plantes vasculaires qui ont de longues racines, on a une remontée de carbone, du vieux carbone 14 qui était dans les profondeurs. Donc ceci montre simplement que si on a un excès de plantes vasculaires qui va se développer, on a une remise en circulation de carbone, ce qui n'est pas très favorable pour le bilan de carbone. Conclusion pour cette partie de mon exposé. On a vu qu'à peu près, lorsque le sol s'assèche à peu près à 24 cm, l'écosystème il bascule, il fonctionne différemment. Et que lorsqu'il y a, à la place des sphènes, on a des plantes vasculaires qui vont se développer, on risque d'avoir une remise en circulation de carbone de la profondeur, qui va s'ajouter au carbone récent. Je fais un autre voyage, je change complètement de paysage, je vais dans les pâturages boisés du Jura. J'aime bien cette photo parce qu'elle est...
On ne va pas dire qu'elle est réaliste, mais qui sait, dans quelques dizaines d'années, on aura peut-être ce paysage. On aura un paysage, on n'aura plus le beau parterre verdoyant avec de l'herbe appétante pour le bétail. On n'aura plus les vaches, mais peut-être des chèvres. Et on n'aura peut-être plus la production de ce fromage. En fait, ce n'est pas utopique, c'est des scénarios qui s'approchent. Il faut le savoir. Les rapports du GIEC, ou de l'IPCC en anglais, le groupement d'études, je ne sais plus ce que ça veut dire maintenant, d'études, le panel sur les changements climatiques, a démontré qu'il y a déjà, au niveau européen, 0,6 degrés d'augmentation durant le siècle passé. Et c'est même plus en Suisse, dû à la configuration géomorphologique. Et là, le pronostic pour la fin du siècle, c'est entre 3,5 et 6 degrés. Peut-être un peu moins que 6 si on réussit à tenir les accords de Paris, mais on va vers un réchauffement. Alors les conséquences, elles existent. Dans les pâturages, n'importe quel forestier pourra vous dire que la limite des arbres, elle augmente en altitude, que certaines espèces s'en sortent mieux que d'autres. Donc le forestier commence déjà à changer sa gestion de la forêt. L'agriculteur, il s'adapte également. Il y a des agriculteurs dans le Jura qui mettent dans leur étable des brumisateurs pour leur bétail. Donc il y a actuellement, les professionnels doivent déjà s'adapter. Et bien sûr que la diversité, elle diminue aussi, et l'impact sur les sols, il est également existant. C'est d'ailleurs des sols que je vais parler un peu plus en détail. Pour approcher cette question de l'impact du changement climatique sur ces écosystèmes, nous avons eu l'idée de transplanter des carottes de sol avec leur végétation, ici à gauche, ou bien de jeunes arbres d'épicéas et de hêtres, qui étaient tous deux adaptés aux conditions froides d'altitude, on parle de 1400 mètres au Marcheru, et nous les avons transplantés à plus basse altitude. En sorte, on les a mis dans des conditions plus chaudes et plus sèches, un peu comme les scénarios du GIEC, avec une augmentation de température selon l'altitude et moins de précipitations. Pour faire ceci, il a fallu prendre des échantillons de sol. Alors, nous avons extrait 600 carottes de sol. Ce sont quand même des sols de 35 cm de profond, 20 sur 20, ça fait quand même beaucoup de matériel. Au début, on a fait ça manuellement. Constantin, qui est dans cette salle, il s'en souvient très bien. Et quand j'ai vu que le doctorant commençait à être un peu moins motivé, on a imaginé une méthode un peu plus facile. Mais on a quand même dû extraire 600 carottes de sol. Et nous les avons pris dans 3 milieux, soit dans un pâturage complètement ouvert, sans arbres, soit dans un pâturage en partie boisé ou très boisé. Ces 3 habitats représentent un gradient d'intensité. Pour faire simple, il y a plus de vaches à gauche, donc moins de régénération des arbres, il y a moins de vaches à droite. Ces 600 carottes de sol, des monolithes dans le jargon, nous ont servi de remplir des cuves. On en a mis 12 par cuve, c'était des cuves quand même de 80 cm sur 60 sur 65, pour reconstituer la végétation et le sol. Et vous voyez que le fond est couvert d'un substrat drainant, ce qui nous permettait, par ces 3 orifices, de récupérer l'eau qui a percolé à travers le sol. C'est ce qu'on appelle un lysimètre dans le jargon. Puis, ces box ont été placés aux 4 altitudes, dans le site donneur du Marcheru et dans les 3 sites receveurs, c'est-à-dire à Saint-Georges, à Aubonne, Arborito d'Aubonne et au bord du lac. Vous remarquez aussi que certains box ont un ombrage. Je vous ai dit avant qu'on a prélevé ces sols dans des habitats différents, avec des arbres. Donc il a fallu reproduire un peu l'ambiance ombragée du site d'où venaient ces sols. Ça fait partie de l'expérience. Donc le box non couvert, c'est le box qui correspond au pâturage ouvert. Le box avec l'ombrage noir correspond à celui qui vient du pâturage densément boisé. Sur ces box, on a fait plein de mesures, je ne vais pas toutes les citer, simplement celles dont je vais parler. Sur un anneau, on a mesuré la respiration du sol. Sur une surface comme celle-ci, on a mesuré les espèces, la diversité et la biomasse. Et nous avons également mesuré
les échanges de dioxyde de carbone, ce qu'on appelle l'échange net de l'écosystème. Quelques résultats, sans graphe. Pour ce qui est de la diversité en espèces, je rappelle, nous avons toujours, tous les milieux venaient d'altitude. Ils ont simplement été transplantés dans des conditions plus chaudes. En 2 ans, nous avons perdu 30% des espèces herbacées. Nous avons perdu de la biodiversité qui se mesure, qui tient compte de l'abondance. Et cette chute de diversité, elle est intervenue surtout dans les box qui représentaient le pâturage non boisé, non couvert. C'est ceux qui font face au maximum de stress. Et la biomasse produite chaque année, elle a diminué de 45%. Si on prend la respiration, vous retrouvez ici le dispositif, c'est un anneau sur lequel on met une chambre. La chambre se ferme pendant quelques minutes et on mesure l'accumulation de gaz carbonique, celui qui vient du sol par respiration. On le mesure avec un analyseur infrarouge. Le résultat est là. On a clairement une chute de la respiration du sol lorsque ces box se trouvent à des altitudes plus faibles. Donc il y a moins d'activité biologique lorsqu'on met les box dans des situations plus chaudes et plus sèches. Et c'est particulièrement le cas pour les pâturages non boisés. Et puis on a aussi voulu savoir quels étaient les échanges de carbone fixés par les plantes, c'est la photosynthèse, et le carbone relâché par respiration. Pour ceci, on emploie une grande chambre, mais elle est transparente. On pose cette chambre pendant quelques minutes sur le box et on mesure le changement de concentration de gaz carbonique. Puisque ce bilan de gaz carbonique, c'est le résultat de 2 flux. C'est le flux de fixation du carbone par la photosynthèse, qui tend à diminuer la concentration du CO2 dans cette chambre, et le flux inverse, c'est le relâchement par la respiration et des plantes et des microbes. Tout ceci rentre dans une formule, c'est ce qu'on appelle l'échange net de l'écosystème, c'est la photosynthèse brute moins la respiration de l'écosystème. Si la photosynthèse est plus forte que la respiration, le système accumule du carbone. Si la respiration est plus forte que la photosynthèse, le système perd du carbone. Source ou piège à carbone. Nos mesures, elles sont là. C'est uniquement le box non couvert qui représente le pâturage non boisé. Au-dessus de la ligne rouge, on a un comportement de piège à carbone. En dessous de la ligne, c'est une source de carbone. Et vous voyez que le box du pâturage non boisé, lorsqu'il est placé à 1000 mètres ou lorsqu'il est placé à 400 mètres, on est toujours au-dessus de la ligne rouge. Le système fonctionne toujours comme un piège à carbone. Plus de photosynthèse que de respiration. Mais le box qui a été mis à 600 mètres, vous voyez, en été, quand il fait chaud, sec, il bascule. Il va commencer à relâcher du carbone. Donc, photosynthèse faible, respiration plus forte. Donc, on voit bien qu'il se passe là quelque chose d'important. Et puis, je vous ai dit qu'on a récolté l'eau de drainage sous les box. On s'est rendu compte que cette eau, en été, à basse altitude, l'eau est enrichie en matière organique, en carbone dissous. Donc on perd du carbone, pas seulement par la respiration, mais on perd du carbone par l'eau de drainage également. Et ceci s'explique par le fait que lorsqu'il y a une sécheresse en été, les plantes, elles souffrent, les racines fines meurent éventuellement, les micro-organismes meurent en partie, et à la prochaine pluie, cette matière organique morte, elle passe dans les eaux de drainage, elle passe dans le sol. On la récupère dans le bidon ici. Conclusion pour cette partie sur la végétation et les sols, la végétation herbacée. On s'est rendu compte que durant la période sèche, et surtout les box à altitude plus basse, qu'on a perdu des espèces botaniques, qu'on a perdu de la diversité et qu'on a perdu de l'activité biologique dans le sol. On s'est rendu compte également qu'on a perdu du carbone avec la sécheresse et on a vu que le milieu de ces 3 habitats, le milieu qui est le moins résistant, c'est le pâturage non boisé.
c'est lui qui perd le plus de carbone. Alors que lorsque le pâturage est boisé, respectivement nos box qui étaient ombragés, on a une résistance plus forte au changement climatique. Ça, c'est pas anodin, ça montre l'importance de l'arbre dans les pâturages. Alors ce gradient, nous l'avons également utilisé pour les arbres. J'ai dit au début de mon exposé, on a pris également des jeunes arbres d'épicéa et de hêtre acclimatés au froid, à 1400 mètres, et on les a mis à altitude plus basse. C'est ce qu'on voit là. En fait, les deux expériences sont ici côte à côte. Ce que nous voulions savoir, c'est comment les plantes des jeunes arbres qui sont acclimatés au froid à 1400 mètres, comment est-ce qu'ils vont réagir, se comporter lorsque tout d'un coup ils sont en situation plus chaude et éventuellement plus sèche. C'est cette plasticité des jeunes arbres qui nous intéressait. Deux résultats. La croissance des arbres. Ici, c'est sur 3 ans. On s'est rendu compte, il est un peu schématique le graphique, on s'est rendu compte en mesurant chaque année ces arbres, on ne les coupait pas bien sûr, on faisait des mesures indirectes avec des équations allométriques, on s'est rendu compte que le hêtre, lui, il a réussi à profiter du réchauffement à altitude plus basse. L'épicéa, pas. Il n'a pas réagi. Et si on y regarde de plus près, année après année, on se rend compte que ce n'est pas tellement la température moyenne de l'air qui a été utilisée pour mieux pousser, ou ce n'est pas le facteur, disons, important, c'est plus la sécheresse de l'air. En fait, lorsque l'air est sec, le problème, c'est qu'il y a une demande évaporative. La plante a tendance à devoir donner son eau. Et elle résiste, parce que si elle donne son eau, elle se déshydrate. Donc elle ferme ses stomates. Quand une plante ferme ses stomates, la photosynthèse est diminuée. Donc la plante pousse moins. Donc c'est moins une réaction à la température moyenne qu'une réaction à la sécheresse de l'air ou à la demande évaporative. Maintenant, le hêtre, on voit bien, il a bien poussé. La prochaine étape, c'était de dire, mais d'année après année, quelles sont les modifications des traits des feuilles? Et on représente ici la surface foliaire, et on voit qu'en 2013, qui était une année chaude et sèche, par rapport à 2014, qui était une année normale, que le hêtre a augmenté sa taille des feuilles en 2013, la surface foliaire. Il a fait des plus grandes feuilles. Il a également augmenté la cuticule. La cuticule, c'est la couche qui se trouve au-dessus de l'épiderme, un genre de cire qui protège la feuille de la perte d'eau. Et on a vu également que les stomates sont devenus plus petits, mais aucune réaction en 2014. Alors ça, c'est intéressant parce que le hêtre, il a une réaction que j'appellerais antinomique. Il réagit de deux façons. D'une certaine manière, il augmente la taille de ses feuilles. Alors, augmenter la surface foliaire, c'est avoir plus de photosynthèse, potentiellement. C'est positif. Mais en même temps, épaissir la cuticule, ça va à l'encontre de la photosynthèse. Ce sont deux phénomènes antinomiques. Mais le hêtre, il ne le fait pas au même moment. En fait, au printemps, lorsqu'il y a assez d'eau encore, mais c'est déjà plus chaud, il fait des grandes feuilles. Et en été, dans des sécheresses, il protège sa feuille. Donc, c'est deux réactions qui sont différées dans le temps. Conclusion pour les jeunes arbres, c'est que l'épicéa et le hêtre sont tous deux influencés par la sécheresse de l'air, mais leur limite de tolérance est différente. Le hêtre a une limite de tolérance à la sécheresse plus importante. Il supporte plus de l'air sec que l'épicéa. Et l'autre résultat, c'est que le hêtre a une plus grande plasticité foliaire. Il sait adapter ses feuilles, il peut mieux s'acclimater pour avoir des feuilles qui lui permettent de faire face à des conditions plus chaudes. Troisième voyage, un peu plus loin, à Madagascar. Alors, vous savez tous, Madagascar, c'est la grande île, une île plus grande que la France. C'est un hotspot de biodiversité. D'ailleurs, j'ai représenté ici le lémur kata. C'est un des seuls lémuriens qui vit sur les rochers. Pour moi, c'est la beauté absolue, cet animal. J'ai représenté aussi les baobabs. Tout le monde a vu sur une carte postale le baobab. Mais elle est importante, cette photo, parce que le baobab, c'était un arbre relictuel
C'est le seul arbre qui n'a pas brûlé, parce qu'il est spongieux. Tous les autres arbres ont disparu. C'est un arbre de la forêt dense sèche. Et puis, la troisième photo ici, ce n'est pas un moment de repos, c'est une séance de travail avec 2 doctorants, 2 guides, et on discute du plan de la journée. On a quelques spectateurs, d'accord, qui sont à l'abri, donc on a 40 degrés ici. Mais j'ai aimé cette photo parce qu'elle nous montre aussi que quand on travaille dans ce genre de pays, on n'est pas dans une salle climatisée avec le bimère au plafond et puis la machine à café dans le corridor. Ce n'est pas du tout ça. C'est des conditions de travail difficiles. Et il y a des doctorants qui l'ont fait. Et ça, il faut le saluer. Le problème, il est énorme. Voilà ces 4 photos. En vert foncé, on représente les forêts vierges, la forêt primaire. Déjà, vous voyez que la forêt primaire existe surtout sur le pourtour de l'île. Et vous voyez surtout que les points verts, les pixels verts, ont terriblement diminué durant ces années. Et si on prend que le sud-ouest de Madagascar, c'est là où on a travaillé, on a un taux de disparition de la forêt de 2,6%. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'en 2050, il n'y aura plus de forêt. La cause principale, c'est la culture sur brûlis, qui détruit la forêt. Alors, la culture sur brûlis, c'est une pratique qui date de 2000 ans. Il y a dans le monde, je crois, 400, il faut que je vérifie quand même, 400 000 hectares de forêt qui sont utilisés de la sorte, en étant brûlés. Mais évidemment, c'est dévastateur. Mais il est aussi important de dire que, et c'était aussi notre approche dans ce travail, on ne peut pas aller là-bas et dire, les agriculteurs, il faut arrêter, ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Brûler la forêt, alors s'ils brûlent la forêt, c'est pour, et on va le voir après, c'est pour avoir des engrais dans les cendres, mais c'est aussi parce que c'est une pratique ancestrale, enracinée dans les croyances profondes. Je me suis laissé dire par un sociologue que les agriculteurs brûlent la forêt pour chasser les mauvais esprits des ancêtres. Alors, ce n'est pas qu'une question agronomique, c'est une question bien plus complexe. Voilà, notre but était de mieux comprendre les pratiques de cette culture sur brûlis pour essayer d'avoir des méthodes de gestion adaptative, c'est-à-dire pas supprimer le feu, on ne peut pas, décemment on ne peut pas, mais de le faire de façon à ce qu'on puisse augmenter la durabilité des sols et éventuellement éviter que les agriculteurs brûlent toujours de nouvelles surfaces de forêt. Là, vous avez un exemple d'une forêt secondaire brûlée. Alors évidemment, c'est désolant, c'est un paysage désolant. Le principe est le suivant. La forêt dense sèche que vous avez en haut, elle est coupée sur une... Alors, en général, ça se fait sur la lisière de la forêt. On coupe à la fin de la saison sèche, on entasse le bois et on le brûle. Et on brûle les herbes aussi. Et ensuite, avec ces cendres qui correspondent au seul engrais, parce que les agriculteurs ne peuvent pas s'acheter de l'engrais. Le seul engrais qu'ils ont, ce sont les cendres. Et on cultive quelques années du maïs. Vous voyez ici la lisière de la forêt dense sèche et les plants de maïs. Alors, ce genre de rendement n'a rien à voir avec ce qu'on a chez nous. Ici, on a un rendement de, je dirais, maximum 2 tonnes par hectare. On en a 20 chez nous. Donc, on a 10 fois plus de production, de rendement dans nos régions. Vous voyez ici l'effet du brûlage d'un arbre ou d'un petit arbre. On voit très bien à son pied, la végétation est verdoyante, alors qu'à côté, le sol est rouge, pauvre, très pauvre en matière organique. Ça montre l'effet des cendres qui permettent de donner un nutriment, mais à court terme, 2-3 ans. Et ensuite, le sol est appauvri à nouveau. La fertilité potentielle, je la mets dans une équation très simple, c'est la biomasse fois son contenu en minéraux plus la matière organique du sol. Parce que la matière organique du sol, elle participe à la fertilité. Le problème, c'est quand on brûle, on supprime le deuxième terme. On supprime tout ce qui est matière organique. Donc l'agriculteur ne travaille plus que sur le premier terme, c'est-à-dire sur les minéraux. Il n'a plus le bénéfice de la matière organique, ni sur pied, ni dans le sol. Alors évidemment, ça, c'est très peu favorable et surtout pas durable. L'idée qu'on a eue dans cette étude, c'était non pas
d'arrêter la culture sur brûlis, c'est socialement pas possible, il n'y aurait pas d'acceptabilité, mais de mieux travailler sur les forêts secondaires, parce que les forêts primaires, elles sont en train de disparaître. Par contre, il y a beaucoup plus de forêts secondaires, donc autant s'occuper des forêts secondaires et les valoriser. Donc l'idée était, plutôt que de travailler dans ce cycle classique qui est en haut, de travailler sur les forêts secondaires, de faire une coupe sélective des arbres, de ne pas tout couper, mais de couper certains arbres seulement, avec lesquels on peut faire des cendres et avec lesquels on peut faire du compost. Et on laisse des arbres sur pied pour avoir une forme, je dirais, d'agroforesterie. Et ensuite, ceci peut être durable, puisqu'on peut, au bout d'un certain nombre de décennies, remettre en circulation, en exploitation une placette. Concrètement, qu'avons-nous fait? Une expérience sur le terrain. Donc, je vous rappelle, il fait 40 degrés, et en plus de ça, on fait du feu. Alors, c'est quand même assez pénible. Nous avons récolté 3 espèces d'arbres qui n'étaient pas intéressants pour l'agriculteur. Évidemment, on n'a pas pris de l'ébène, on n'a pas pris du palissandre. Ces arbres-là, on ne les touche pas, mais on prend des arbres qui ne sont pas utiles, entre guillemets. On brûle du bois pour faire des cendres et on fait du compost l'année précédente. Et ensuite, on met en place une expérience. Donc, vous voyez les placettes ici, qui faisaient, je ne me souviens plus, 2 mètres sur 2, sauf erreur. Certaines placettes étaient placées en plein soleil. En fait, on a coupé les arbres, vous voyez ici. D'autres placettes étaient en situation semi-ombragée. Et dans chaque placette, on a mis du maïs, à 10 endroits, 10 pockets de maïs. Et le sol était soit laissé rouge, sans amendement, soit on n'a mis que des cendres, vous le voyez ici, soit on n'a mis que du compost, à chaque emplacement où on mettait des graines, soit on a mis les deux. C'était ça le plan expérimental. Le résultat, très simple, d'abord en photo. Avant de faire les statistiques, il suffit de regarder les photos. À gauche, c'est le contrôle, c'est-à-dire aucun amendement. On travaille sur le sol rouge. Les plants sont rachitiques, les épis sont insignifiants. En mettant du compost et des cendres, on a un rendement bien supérieur. En termes de graphique, on le voit ici, la pratique traditionnelle, c'est les cendres, et on voit qu'on a multiplié par 5 le rendement en ajoutant du compost. Une autre observation qui est intéressante, c'est, j'ai dit avant qu'on avait des placettes en plein soleil et d'autres qui étaient en zone semi-ombragée. En toute logique, quand on est au soleil, on a un meilleur rendement. Les points jaunes sont toujours au-dessus des points bleus. Sauf ici. Lorsqu'on n'a que des cendres, le sol se réchauffe trop fortement, ce qui prétérite la croissance. Le sol devient brûlant parce qu'il est foncé. Et là, l'arbre procure une protection et on a un rendement qui est supérieur en présence des arbres. Conclusion pour les cultures sur brûlis. On a vu qu'on a un effet une synergie entre l'effet du compost et des cendres. Donc c'est quelque chose qui permet d'améliorer le rendement et donc la durabilité. Et puis on voit aussi que l'arbre, il joue 3 cartes. D'abord, l'arbre, quand on le garde, il donne accès littéraire de la matière organique, ce qui est de toute façon bon pour le sol. En même temps, il fait de l'ombre. Quand on fait de l'ombre à une plante, elle photosynthétise moins, donc ça diminue son rendement. Mais en même temps, lorsque le sol est très foncé à cause des cendres, il protège le microclimat au sol. Donc, il y a vraiment, l'arbre, il a plusieurs rôles dans ce genre d'écosystème. Dernier voyage, en Colombie. Là, nous allons voir les cultures de palmiers à huile. Nous sommes en Colombie et pas en Malaisie ni en Indonésie. Vous voyez ici les fruits, j'en ai amené ici, et de l'huile, vous pourrez garder ensuite. Alors, j'ai bien sûr dû mettre cette diapositive parce que vous savez tous, l'huile de palme, c'est une controverse. On peut pas, il faut expliquer les choses. Alors, j'ai beaucoup d'arguments, mais je ne les ai pas mis là-dessus parce que je peux vous les montrer après. Mais j'ai mis l'essentiel. Tout d'abord, qu'est-ce qui est bon de notre point de vue? C'est que la production est peu chère. On peut produire de l'huile de palme à coût réduit. Que l'huile de palme est bon marché. Une bouteille comme ceci, elle vient du Cameroun, c'est 1 franc.
L'huile d'olive, c'est 20 francs. Donc, c'est quand même, on va dire, une huile démocratique dans le sens que énormément de gens sur cette planète consomment de l'huile de palme parce qu'elle est accessible. Maintenant, qu'est-ce qui est mauvais de notre point de vue? Mais je crois que tout le monde se met d'accord là-dessus, c'est la déforestation. On sait tous que la déforestation est un problème majeur et se pratique surtout en Malaisie et en Indonésie, qui, en passant soit dit, produit 85% de l'huile de palme dans le monde. Et il y a des faits. Il y a des faits qu'il existe une certification, RSPO, la table ronde sur l'huile de palme, qui certifie 20% de l'huile, mais qui est très critiquée. C'est vrai que cette certification, elle doit être améliorée. Pour l'instant, les buts ne sont pas atteints. Mais il y a du travail qui se fait. Et puis, comme je l'ai dit avant, l'huile de palme, ce n'est pas qu'une affaire d'agro-industrie, de géants. C'est l'affaire de millions de petits producteurs, et je les ai vus dans la campagne, qui ont leurs tonneaux et qui font de l'huile de palme. Ces gens-là, ils doivent vivre aussi. Donc on ne peut pas éluder cette question-là. La question de l'huile de palme est une question compliquée. Alors nous ne sommes pas allés en Asie du Sud-Est, nous sommes allés en Colombie. Pourquoi? Parce que là, on plante des palmiers à huile sur des terres qui n'ont pas de forêt. On est dans le territoire des savanes, sauf qu'ici, ce sont des pâturages abandonnés. Il y a énormément de pâturages abandonnés en Colombie. Il y en a encore bien plus au Brésil. Des terres qui n'ont pas été entretenues correctement et qui n'ont pas d'arbres et qui sont simplement oubliées. Et notre question était de savoir, est-ce que, en plantant des palmiers sur ces sols pauvres en carbone, on va dire, globalement, est-ce qu'on peut avoir un bilan neutre? On sait que dans le sol, on va perdre du carbone, mais on gagne la biomasse. Donc, l'un dans l'autre, est-ce qu'on peut arriver à quelque chose de neutre? Alors qu'on sait que ce n'est pas du tout neutre lorsqu'on défriche une forêt. Pour ceci, nous avons eu beaucoup de chance parce qu'en Colombie, nous avons pu trouver des plantations de longue durée. Une plantation d'huile de palme, ça se fait sur 25 ans. Parce qu'ensuite, l'arbre est trop grand et on ne peut plus récolter les fruits. Donc, on coupe tout. Malheureusement, des fois, on empoisonne. Et puis, on recommence. Donc, on a un premier cycle et un deuxième cycle. Et nous avons toute une série de placettes qui représentent cette chronoséquence sur 56 ans. Alors, c'est déjà un atout très important. Aucune étude n'a été faite sur une série de cultures aussi longues dans le monde. Et ensuite, nous avons étudié le sol jusqu'à 50 cm de profondeur. En général, les études, c'est juste l'horizon de surface. Et ensuite, nous avons un outil, un indicateur extrêmement utile, c'est que les plantes du pâturage, ce sont des plantes qui laissent une signature isotopique de carbone, pas 14 cette fois, mais de carbone 13, qui est un isotope stable, qui laisse une signature différente du palmier. En fait, sans aller dans les considérations écophysiologiques, il existe deux systèmes, trois en fait, de photosynthèse. Il y a les plantes en C4, qui ont deux cycles de photosynthèse, et les plantes en C3. Et ce cycle physiologique donne une signature d'isotopes C13 différentes dans la matière organique. Donc, en ayant ces signatures et en analysant le sol au cours du temps, on peut voir comment le carbone du C4 disparaît au cours du temps et comment le carbone du palmier en C3 s'accumule au cours du temps. Alors, je ne vais pas aller dans les détails là. C'était simplement, je voulais mentionner cette question-là. Ce que je voudrais vous montrer, c'est simplement le stock total de carbone dans le sol, et ensuite on verra dans l'écosystème. Là, on ne parle que du sol. On est toujours ici à gauche, c'est le pâturage initial, et ici à droite, on a les deux cycles de culture de cette plantation de palmiers. Vous voyez tout de suite qu'on a une chute en termes de tonnes. Le pâturage, il a plus de 100 tonnes de carbone par hectare. C'est énorme. Il y a beaucoup de carbone dans les sols, en fait, dans les pâturages. Et on perd du carbone durant à peu près 35 ans. On a moins 39%. Et ensuite, ça se stabilise. Et ceci, c'est pour toute l'épaisseur du sol. Donc, on a perte au début et ensuite stabilisation sur le
moyen terme. C'est un premier résultat. Mais là, ce n'était que le sol. Maintenant, il faut encore regarder les arbres, la biomasse. Si on ajoute maintenant la biomasse, on tient compte à la fois du carbone du sol qui diminue au cours du temps, mais en même temps, on a les arbres qui poussent, qui vont accumuler du carbone. Alors, j'ai dit avant que les arbres, on les coupe. On a le premier cycle, les arbres grandissent, et on les coupe, donc on perd ce carbone, d'où la chute, après le rajeunissement de la plantation. Et ensuite, ça commence à pousser de nouveau. Donc la courbe rouge représente ici le stock de carbone total. C'est le sol, dont on a vu que le stock diminue, plus le carbone dans les arbres, qui lui fluctue. Donc la résultante, c'est cette courbe rouge. Et évidemment, c'est un dent de scie. Mais si maintenant on va avoir une perspective sur le long terme, il faut bien sûr moyenner, c'est-à-dire diviser ceci par le nombre d'années pour avoir une valeur moyenne au cours du temps. Et c'est exactement ce que représente cette zone bleue. Si on moyenne le stock total de carbone au cours du temps, on est dans une bande qui est au même niveau que le carbone qu'on avait au début. C'est ce qui nous permet de dire que ce genre d'exploitation est neutre en carbone. Ma conclusion, c'est qu'on a vu qu'au bout de 56 ans, la quantité de carbone stockée dans l'écosystème reste inchangée. D'où l'expression neutre en carbone. Et si j'ai mis la référence à l'Indonésie, quand vous coupez une forêt pour en faire une plantation d'huile de palme, vous perdez 174 tonnes de carbone par hectare. Donc on met quelque chose de neutre dans la balance avec quelque chose qui est une perte considérable. J'ai bientôt terminé. À tout le moins, j'ai terminé la partie scientifique. J'ai quand même, sur la suggestion d'un de mes collègues, j'ai mis quelques conclusions un petit peu d'un niveau plus élevé, pas trop thématique. Et la première, c'est, en tant que scientifique, nous devons chercher des faits objectivement, ce qui ne nous empêche pas d'avoir une opinion. Et je rebondis sur le dernier article qui a été mentionné, c'est celui qui a été publié la semaine passée dans Science Advances, parce qu'on a eu beaucoup de réactions, on peut s'y attendre. J'en ai eu une d'un agriculteur qui m'a écrit un email, très poli d'ailleurs, contrairement aux réponses dans 20 minutes. Et je vous les lis parce que je trouve ça m'interroge. Il m'a dit « Vous êtes depuis peu à la retraite. Je m'interroge sur les motivations qui vous incitent à prendre la parole à ce sujet. » Déjà, oui, c'est intéressant. Deuxième remarque. Il serait aussi intéressant de connaître les commanditaires et le financement de cette étude. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant de voir la réaction du public. Enfin, ici, c'est un agriculteur, un viticulteur. Je mesure depuis un certain temps que la majorité des recherches dans le milieu académique suisse sont axées sur des études confortant un libre marché. De plus, le milieu académique suisse est bien peu loquace pour proposer d'autres paradigmes agricoles que ceux en vigueur actuellement. Et finalement, j'ai le sentiment que nous cherchons les bonnes solutions à l'étranger et avons un désintérêt pour les sols de chez nous. Alors, moi, je trouve quand même intéressant ce genre de remarque. Mais ça montre bien comme il est difficile de communiquer la science. C'est bien plus facile de communiquer avec ses pairs par l'intermédiaire d'une publication ou lors d'un congrès, vous parlez à des gens qui vous comprennent, mais lorsque vous parlez à un grand public, c'est très difficile. Et là, je pense que vraiment, il faut prendre ça au sérieux. On est souvent mis dans un rôle de donneur d'opinion, de leçons. Non, nous avons mis, et je prends l'exemple de cet article sur l'huile de palme, nous avons décrit un fait. On ne va quand même pas cacher un fait, c'est un fait. Alors, je peux être pour ou contre l'huile de palme, peu importe. En tant que scientifique, je décris un fait. Après, c'est un autre débat qui doit avoir lieu. Mais le public, le grand public, confond les rôles entre celui de scientifique et celui d'un citoyen qui a le droit d'avoir un avis.
Deuxième, je serai un peu moins long sur les autres, le deuxième point, c'est les publications open access. Je ne sais pas comment on dit en français. Comment? Oui. Vous savez qu'actuellement, nos institutions favorisent les publications open access. Pourquoi? Parce que c'est accessible librement dans le monde. Tout le monde peut vous lire sans devoir payer. Nos institutions se plaignent qu'elles doivent payer 3 fois. Elles doivent d'abord payer le salaire, mon salaire, pour faire la recherche, et doivent ensuite payer pour que je puisse publier dans une revue, et puis ensuite elles doivent payer très cher pour s'abonner à la revue. Donc on paye 3 fois. Et ça, évidemment, ça ne va pas. D'où l'idée des open access, pour que n'importe qui, sur Internet, peut télécharger votre article. Mais il y a un revers, et on ne le dit pas assez. C'est que c'est quand même une solution de pays riches. Pour avoir travaillé à Madagascar, pour avoir travaillé au Cameroun, je vous promets, mes collègues là-bas, ils n'ont pas les moyens de s'acheter l'article Open Access, parce qu'il faut quand même le payer une fois. Ça coûte entre 2 et 5 000 francs. Notre article dans Science Advance, je ne me souviens plus, quelqu'un pourrait peut-être me le dire, je crois 4 ou 5 000 francs on l'a payé. Alors, ce n'est pas un problème pour nous. Nos institutions nous le financent. Le Fonds national de la recherche scientifique le finance. Mais si vous êtes dans une université, une petite université ou une université des pays en voie de développement, vous ne pourrez tout simplement pas publier dans ces revues. Ça veut dire on ne vous lira pas. De ce point de vue, c'est antidémocratique. On ne s'est pas concerté. Et puis, troisième point, il sera très court, nous devrions promouvoir le learning by doing avec nos étudiants et le travail de terrain. Alors, je sais qu'il y a des étudiants dans cette salle, ils ne vont certainement pas me contredire. C'est important que nos étudiants soient confrontés à la réalité de terrain, je dirais à la vraie vie, pas seulement à la vie dans les livres ou derrière l'ordinateur. Et puis le quatrième point, c'est qu'en tant que scientifique, ingénieur de l'environnement, je me suis souvent posé, j'ai souvent eu des sentiments un peu de culpabilité quand j'allais au Cameroun ou à Madagascar, ou enfin je suis allé en Sibérie, parce qu'évidemment il y a un coût carbone. Évidemment, je ne peux pas étudier les palmiers en Suisse. Donc il y a forcément un certain prix à payer. Mais je pense qu'il y a une réflexion à faire aussi, que nous soyons économes en carbone. C'est vrai que de plus en plus, on fait des examens de thèse par vidéoconférence. On peut très bien faire même des conférences, des congrès internationaux peuvent se faire par vidéoconférence. Donc il y a quand même, je pense, et en tout cas mon point de vue, c'est qu'il y a un effort, une réflexion à faire pour être économe en carbone, et ça peut simplement être, par exemple, s'octroyer un crédit carbone personnel. Et puis une fois qu'il est épuisé, ben, il est épuisé. On va à vélo au congrès. J'ai presque fini. Parce que vous n'échapperez pas aux réponses. Alors, il y a 2 micros. Si quelqu'un veut donner une réponse, épaisseur maximale d'une tourbière dans l'hémisphère nord. Là, vous en avez une qui fait 30 cm. Oui, combien à peu près? 9-10 mètres, oui, c'est pas mal, oui, effectivement. C'est 15 mètres. C'est 15 mètres en Irlande. Ma deuxième question était la carte de distribution géographique de l'appellation AOP, du gruyère. Gruyère, vous savez que c'est dans le canton de Fribourg. Quelqu'un peut me dire? Ça dépasse Fribourg? Bien sûr. Voilà. De Nyon à Porrentruy, il y a presque une surface plus grande hors du canton de Fribourg pour produire le fromage AOP de gruyère. La troisième question, quel est le produit agricole le plus exporté de Madagascar? Il n'est pas forcément sur la table. Juste, la vanille. Je vais recevoir un arrivage de vanille de Madagascar.
il n'est pas arrivé malheureusement, parce que j'ai un ami là-bas qui connaît très bien les différentes qualités des gousses de vanille. J'aurais bien voulu vous faire cette démonstration. Ben, c'est raté. Mais vous voyez quand même le prix. Hein, je crois que c'est à Migros. Ici, 6 francs, une gousse de vanille. Donc c'est quand même une valeur intéressante. Et ma dernière question, peut-être la plus difficile. Je suis curieux de savoir si quelqu'un peut me donner la différence entre l'huile de palme et l'huile de palmiste. On a tous un avis sur l'huile de palme. Et pourtant, quelqu'un sait? Enfin, je ne parle pas des collègues qui ont la politesse de s'abstenir. L'huile de palme est faite avec le fruit. L'huile de palmiste est faite avec la graine. La graine, j'en ai coupé ici, quelque part. Ouais, enfin, ça peut passer. La graine est à l'intérieur. La graine donne l'huile de palmiste, qui est plus riche en acides gras saturés que l'huile de palme. Et ça donne une crème extrêmement douce. Donc ça, c'est plutôt pour la cosmétique, ceci, c'est plutôt pour l'alimentation. Pour faire simple. Voilà. Il me reste quand même à terminer. Et... Alors, ce n'est pas moi, donc. Hein. Pour les collègues du VSL, c'est Thomas Wohlgemuth. Oui, mais... Très sérieusement, j'insiste là-dessus, on ne peut pas faire du travail scientifique seul. C'est toujours un travail d'équipe. Et j'aimerais citer un collègue de l'ETH Zurich qui dit souvent dans ses conférences, il dit « They did the work I'm talking about ». C'est vrai, le travail, ce sont les autres qui l'ont fait. Alors, mes remerciements, alors j'ai mis beaucoup de noms, je ne vais pas tous les citer. Mais d'abord, j'aimerais remercier ma famille, parce que la famille, c'est quand même souvent elle qui paye le prix fort de la carrière de scientifique, il faut le dire. Ensuite, j'aimerais remercier les hiérarchies. Alors, il y a la hiérarchie de l'EPFL, on a vu Andrew Berry qui a pris la parole, Luca Ortelli, il y a plusieurs autres personnes, d'anciens doyens, par exemple, le directeur de section. La hiérarchie du VSL, j'ai dit, elle est là incorporée, enfin, 13 personnes du VSL, plus encore deux autres personnes qui sont là. Marco Conedera également, qui était aussi mon chef. Voilà, il faut les mentionner. Je mentionnerai également la hiérarchie au niveau de l'Université de Franche-Comté, où j'ai passé quelques années, et celle de Neuchâtel, où j'ai également passé quelques années. D'ailleurs, Jean-Michel Goba est dans la salle. Ensuite, il y a tout le travail de fond qui se fait par l'administration. Je pense en particulier aux ressources humaines et aux finances, des gens qui sont, de mon point de vue, les facilitateurs de notre travail. C'est eux qui arrangent les choses, parfois qui réparent les pots cassés aussi. Et toutes les autres personnes, ici je les ai aussi confondus VSL et EPFL, des gens qui sont soit dans la communication, soit dans l'administration, les finances, le laboratoire central, tous les gens qui sont importants. Et vraiment, en toute honnêteté, je remercie ces gens parce qu'ils sont importants. Et puis, bien sûr, il y a les collègues. Alors, je ne les ai pas tous cités. J'ai mis ceux qui sont plus ou moins en relation avec les travaux que j'ai présentés. Il y en a beaucoup. Désolé si j'ai pas assez de place sur ma diapositive, on va dire comme ça. Je ne pouvais pas écrire un caractère plus petit parce qu'après, vous ne pourriez pas lire. Et puis, ma dernière slide, c'est mon take-home message, pour vous dire qu'il faut donner un avenir aux jeunes. Les jeunes, actuellement, ils sont dans la rue. Ils sont en train de rentrer au Parlement aussi. Nous les éduquons, c'est vrai, mais c'est encore nous qui sommes au pouvoir. Donc, il est important, pas seulement de les éduquer, mais de leur faciliter aussi le travail pour qu'il y ait enfin un changement. Et je pense que ça, c'est à prendre au sérieux. Voilà. Merci pour votre attention.